Donc, bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver pour cette deuxième conférence, visioconférence, en tout cas c'est ce deuxième atelier, juste avant les vacances, pour prendre en compte la notion d'activation physique et de télétravail. On ira même un petit peu plus loin que la notion d'activation. On parlera également d'activité, mais on va s'intéresser à la notion d'activation physique en télétravail. Et une bonne partie des propositions que je vais vous faire sont également valables au bureau. Donc, vous aurez pléthore de solutions pour tester les possibilités que je vais vous proposer aujourd'hui. Rapidement, si jamais certains n'avaient pas assisté à la précédente conférence, je suis Laurent Frétrich, je suis le créateur et dirigeant du cabinet de conseil qui s'appelle Morgat Energy. On a déjà eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises avec vous. Il y a un micro qui est toujours ouvert. Je vous demande de vérifier que votre micro est bien en mute. Merci. Donc, cabinet de conseil spécialisé dans le domaine du management de la performance et de la qualité de vie au travail. Notre métier consiste à accompagner les entreprises, managers, créateurs, managers, dirigeants et salariés à être durablement efficaces dans les environnements où il faut en faire toujours plus vite et toujours plus longtemps. Notre particularité dans le monde des ressources humaines, c'est qu'on a transposé les outils du monde du sport de haut niveau à l'entreprise en se disant qu'il y a des gros performeurs dans les stades, mais il y a aussi de très très grands performeurs dans les entreprises et qu'il convenait de leur donner les mêmes chances, entre guillemets, les mêmes outils que les sportifs. Voilà pour le récap sur Morgat Energy. Et puis le plus important, c'est la croyance absolue qui est la nôtre, c'est que le savoir-faire et le vouloir-faire ne sont pas grand-chose sans le pouvoir de faire, sans la capacité à. En d'autres termes, chacun d'entre nous, individu mais aussi équipe, peut s'appuyer sur des compétences, métiers, marché, produits, techniques, peut également s'appuyer sur des capacités personnelles, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles, et puis également sur des motivations. On appelle l'ambition pour les motivations personnelles, ou aussi l'attachement à une entreprise comme Viveris plutôt que l'un de ses confrères et néanmoins concurrents. Ce qui est important, c'est que quoi que je sache faire et quoi que j'ai envie de faire, ce qui est important, c'est aussi ma capacité à faire. Et quand on parle d'activation physique et de télétravail, ou comme la fois dernière, la notion d'engagement mental, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beau être super compétent, on a beau être super motivé, si on n'est plus physiquement capable de faire ce qu'on nous demande, si on est rincé, coincé au fond de notre lit. J'avais une conférence tout à l'heure avec une société dans l'industrie lourde et son PDG me disait j'en suis à ma quatrième semaine de lumbago. Il me dit j'arrive pas à m'en débarrasser. On comprend bien comment ça impacte directement ses compétences et sa performance. Donc il faut faire aussi attention d'un point de vue physique. On verra tout à l'heure, notre première entreprise, c'est notre corps. Si ça marche bien, le reste marchera beaucoup mieux. Une précision autant qu'une question. Le seul intérêt de ces ateliers, c'est évidemment vos mises en œuvre. Tout ce qu'on va se dire là pendant 1 heure n'a absolument aucun intérêt. J'ai pas peur de dévaloriser tout ce que je vais vous apporter parce que le seul intérêt, c'est ce que vous allez mettre en œuvre. J'espère que vous passerez un bon moment, mais si vous passez juste un bon moment en vous disant bon, bah voilà, ok, super, c'est dommage pour vous et puis évidemment pour moi, parce que ça fait sonner creux l'ensemble de l'activité, mais surtout pour vous. Donc, le seul véritable intérêt, ce sont vos mises en œuvre. Donc, je me permets rapidement un retour arrière sur le précédent atelier. Vous avez, pour plusieurs d'entre vous, partagé des décisions autour de la notion d'engagement mental. Vous vous souvenez la clarté de l'objectif, la compatibilité avec nos valeurs, la capacité pressentie à faire les choses, et puis également les récompenses que j'en attendais. Je voudrais qu'une ou deux personnes nous fassent part de ces décisions d'action et peut-être aussi plus que ces décisions, des résultats qu'il ou elle a eu à la mise en œuvre d'une décision probablement assez simple mais immédiate suite à notre dernier atelier. Donc Cécile, tu es en charge de nous remonter les informations. Je vous laisse le consigner dans la barre de chat. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et quels résultats vous en avez eu? Alors, il faut un petit peu de temps, je pense, Bien sûr. pour que les informations arrivent. Vous avez le pour chat que les gens se déconnectent. Je vous rappelle, il y avait la notion d'engagement mental. Enfin, le mental, c'est la clarté de l'objectif, un objectif compatible avec nos valeurs, auquel on se sent capable, les capacités ou les ressources, et dont la récompense nous est parlante également. Qu'est-ce que vous avez testé et quels résultats vous en avez eu?
Alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a fait ses devoirs. Bon, alors. Si. Christelle qui vient de se sacrifier. Merci Christelle. J'ai surtout réfléchi aux objectifs et aux valeurs qui me sont importants pour mieux comprendre les éléments de frustration. Ok, bon, très bien. Il y a beaucoup de personnes qui avaient notamment parlé des objectifs, la nécessité de clarifier un certain nombre d'objectifs pour eux ou pour leur management, enfin pour leurs collaborateurs ou vis-à-vis de leur manager. Rien d'autre? Pas pour l'instant. Alors, voilà, je me permets de le redire de façon très assertive et pour autant bienveillante. Le temps qu'on investit, que vous investissez également, Viveris investit pour nous tous, c'est important que vous tentiez, faut que vous testiez. Voilà, vous trouvez que c'est super, très bien, mais s'il ne se passe rien dans votre quotidien, si vous ne testez rien, c'est beaucoup moins intéressant que quelqu'un qui dirait, dis donc, ce que vous nous avez proposé avec Laurent, c'est assez moyen, mais par contre, j'ai testé des trucs et il s'est passé des choses. Donc, j'insiste, Cécile, tu parlais de devoir, et c'est vrai que c'est un peu scolaire ce que je vous réclame, mais c'est vraiment d'abord pour vous, vous testiez les choses parce que c'est le vrai bénéfice, il est là, même le seul et unique bénéfice, il est là. Alors, passer cette entrée en matière, je voudrais que vous notiez dans la barre de chat, à cet instant très précis, maintenant, tout de suite, si vous deviez définir votre niveau d'énergie de 0 à 10, quel est votre niveau d'énergie à cet instant? Combien vous vous sentez en énergie à cet instant très précis? Je vous laisse le mettre dans la barre de chat. Alors, on a 3, 7, 4, 6, 4, 6, 7, 8, 6, 3, 7, 8, 6, 8, 3, 4, 6, 4, 8. Ça défile, ça défile. Ok, bon, ça nous donne une idée. 3, 6, 4, il y a des 7, il y a des 8, il y a beaucoup de 3, il y a des 4. Ok, très bien. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre quelques instants sur notre poste, à notre poste de travail, pour faire un certain nombre d'exercices d'étirement, d'oxygénation. D'accord? Sur notre poste de travail, il y a plusieurs groupes musculaires qui sont sollicités ou plus du tout sollicités. Donc, on va plutôt s'intéresser au haut du corps. On va commencer par la tête. Donc, je vous propose de faire tous comme moi. Si vous êtes moyennement à l'aise et que votre caméra est branchée, je vous propose de l'éteindre pour être parfaitement tranquille. Et puis, vous faites comme moi. On va faire des mouvements de tête. D'accord? On va faire des cercles. Allez, 1. On peut laisser, on laisse les bras ballants ou alors qui reposent sur la table. 2, 3, 4 et 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire de haut en on va faire des oui, comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire des non. 1, 2. Donc là, vraiment aucune force. On se contente simplement de retrouver de la mobilité. 4 et 5. On va faire oreille-épaule. 1. On ne force pas. 2. Les bras sont vraiment ballants. 3. Ils sont posés sur le bureau. 4. Ou alors complètement ballants le long du corps. Et 5. Une fois qu'on a passé cette partie-là, ce qui est important lorsqu'on passe beaucoup de temps en travail, c'est qu'on est beaucoup comme ça, et dans cette position. Donc, il va s'agir de redresser les épaules, mais aussi de remonter. Donc, pour ce faire, on rentre le menton poitrine et on tire vers le haut, comme s'il y avait un fil de plomb qui nous redressait. 1, 2, 3, 4 et 5. Et hop, on peut s'affaisser. Vous voyez, je m'affaisse. Je me remets, menton poitrine, hop, je rentre, je tire, donc je vais étendre ma colonne vertébrale, je vais contracter les paravertébraux, ces muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. 1, 2, 3, 4 et 5. On souffle. Allez, on y retourne. Je m'étire. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On peut mettre les mains sur les accoudoirs ou se mettre comme ça et on va jeter des sorts. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Pour jeter des sorts, comme si on enlevait l'eau, l'excédent d'eau sur nos mains après nous être lavé les mains. 4
et 5. On fait la même chose vers le ciel. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire quelques mouvements de poignet. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Les coudes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On tend les bras bien devant et on va faire des petits cercles comme ça. 1. Donc là, on travaille les épaules. 2, 3, 4, 5. Évidemment, tout ça peut se faire debout. Mais là, je choisis la contrainte de le faire assis, comme si j'étais à mon poste de travail et je souhaitais pour retrouver quelques instants. Et 5. On va écarter les bras, d'accord? Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours dans cette position, on se met comme ça et on va aller étirer très très loin devant en tâchant d'arrondir un peu. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va faire l'exercice inverse. On va se redresser, pousser les coudes vraiment vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche, on étire vers l'avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on tire comme si on tirait un élastique. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on recommence une dernière fois. On tire, on tire, on tire, on tire vers l'avant. Et on ramène vers soi. 1, 2, 3, 4 et 5. Dernier exercice, pareil, très facile à faire sur son poste de travail. Consiste à étirer comme ça. Voilà. Donc, on prend appui sur l'accoudoir de sa chaise. 1, 2. On se met bien de profil, là, vous voyez, je suis bien aligné. Tête, épaules, bras. 3, 4 et 5. De l'autre côté, allez avec moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on terminera par étirer comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Alors, maintenant, pour ceux qui sont restés, parce que j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui, qui nous ont quittés, je voudrais que vous notiez dans la barre de témoignages, de messages, quel est le niveau d'énergie, quelle variation d'énergie vous avez. Est-ce que c'est un +1, un +2, un -3? Je vous propose de noter la variation en positif ou en négatif en termes d'énergie par rapport à tout à l'heure. Allez, je vous laisse noter ça dans la barre. +1, Alors, +1. +2, +1, +1,5, Très précis. +0,5 égale +2. +1, +0,5 égale, +1, 0, OK. 0, +1 égale +2, +2. Magnifique. +2. Donc, super. Donc, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que je suis en train de présenter, donc je remette mes slides, pardon. Ce qu'on constate, c'est que on a un bénéfice en le faisant pendant 3-4 minutes. On a un bénéfice avéré à s'activer. On a un regain d'énergie et c'est bien là l'intérêt de travailler cette notion d'activation. Pourquoi? Parce que l'être humain, première réalité absolument incontournable à laquelle aucun d'entre nous ne peut échapper, c'est que l'être humain, il est fait pour bouger et il a besoin de bouger. Au bureau comme au télétravail, le corps, c'est toujours plus de 600 muscles et 400 articulations. Donc, on peut me raconter tout ce qu'on veut, mais on n'est pas fait pour être assis. Donc, on a besoin de bouger. Plus on va bouger, plus on va avoir d'énergie pour bouger. Moins on bouge, plus le corps se ralentit et moins on a d'énergie. Il y a plein d'exemples qui le démontrent. D'une part, le nombre de fois où on est sur notre chaise à bouger comme ça, à se tortiller lorsqu'on est en réunion. Observez les gens en réunion. C'est très intéressant de voir toutes les fois où ils changent, ils croisent leurs jambes à droite, dessus, dessous. Le corps cherche en permanence le mouvement. Parce que le meilleur moyen pour le corps de trouver de l'énergie, c'est de créer du mouvement. Ah, pardonnez-moi. Plus on bouge, plus on a d'énergie pour bouger. Le principe est le suivant, c'est que le mouvement, c'est de toute façon la vie, et surtout, c'est
la résultante de la rencontre du glucose et de l'oxygène. J'ai du glucose lorsque je mange et de l'oxygène lorsque je respire. Plus je vais manger, plus je vais respirer, plus je vais bouger, plus je vais créer d'énergie. Moyen de rencontre d'oxygène avec du glucose, on voit bien ce qui peut se passer, c'est qu'on va finir par stocker puisqu'on va créer moins d'énergie. Et donc, notre première incitation, la chose la plus importante, c'est la circulation. Il faut permettre au corps de bouger, de circuler. Et le corps a besoin de ça. Donc, on peut bien se raconter ce qu'on veut. Le corps, il est fait pour bouger. Il est équipé pour bouger, regardez. Et surtout, il en a besoin. Partant de là, ça pose un certain nombre de difficultés. Pardon. C'est que cette courbe de vigilance, notre agenda interne, externe, notre agenda papier ou électronique, dépend beaucoup de notre agenda interne. Et ce qui est intéressant, c'est que 70% des gens fonctionnent selon cette courbe dite de vigilance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la question qu'on pose, et je vous invite à noter ce schéma rapidement dans votre tête, entre 6h et 23h, globalement entre le lever et le coucher si vous êtes plutôt du jour, c'est de vous interroger sur votre niveau d'énergie dans la journée de façon assez moyenne, assez générale. Et vous rendre compte que pour 70% d'entre nous, on est tous sur un top, un maximum d'énergie avant 14h. Et qu'à partir de 14h, ça commence à baisser assez fortement. On a un regain d'énergie en fin de journée qui va à nouveau baisser pour nous amener et nous conduire tout doucement vers le sommeil. Quelle incidence ça a concrètement? On voit bien, c'est que si 70% d'entre nous sont fichus comme ça, par exemple, lorsqu'on doit faire des réunions de travail où il faut des gens très actifs, qui ont besoin de réfléchir, de conceptualiser, d'échanger, c'est sûr qu'il va falloir choisir son moment. Il est évident qu'à partir de 13h30, 14h, c'est pas le meilleur moment. Alors peut-être pour l'animateur, mais pour le reste des participants, pour 70% des participants, ça risque d'être une vraie souffrance. En revanche, si on doit avoir une activité plutôt forte, aller visiter un client, être pour les commerciaux, être dans la prospection téléphonique, quelque chose qui est très actif, qui met beaucoup d'adrénaline, si on doit être en présentation chez un client, ça peut être pas mal pour nous, pour le client, ça peut être difficile, mais bon, il sera peut-être aussi un peu moins vigilant et moins piquant. Ce qui est certain, c'est que notre efficacité externe, notre efficacité d'agenda va dépendre beaucoup de notre efficacité interne. Donc, réfléchissons d'abord à notre courbe de vigilance, ou réfléchissons aussi à notre courbe de vigilance lorsqu'on planifie nos activités, et lorsqu'on planifie les activités en groupe. De la même manière, point important, on n'a pas toujours le choix que de faire des réunions l'après-midi, et je le conçois tout à fait. Une des bonnes décisions à prendre ou à proposer à votre management, c'est que après 14h, les réunions, on fait une pause beaucoup plus tôt. Autant le matin, on peut se permettre de faire une pause toutes les heures et demie, voire toutes les 2 heures. C'est moins grave parce que notre niveau d'énergie est très, très fort. L'après-midi, ma recommandation, c'est toutes les heures maximum. Toutes les 60 minutes, une vraie pause, d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Et ensuite, on repart une fois qu'on est rechargé. C'est très, très important. De la même manière, et je terminerai là-dessus, on peut être tenté sur les matinées parfois de se dire, bon, bah, ok, comme les gens, ils ont beaucoup d'énergie, je peux y aller, je peux faire des grandes réunions fleuves. Bon, ça aussi, c'est une chose à éviter. Toujours respecter la pause, même si on la prend un peu plus tard le matin qu'on la prendrait l'après-midi, faire l'effort de respecter les pauses, même courtes, mais des vraies pauses pour que chacun d'entre nous ait la possibilité de se recharger. Parce que le point important, et on le voit sur cette courbe de vigilance, c'est que la vie est faite d'oscillations. La vie, ce sont des hauts et des bas, ce sont des actions, des récupérations, des actions, des récupérations. Si on oublie ce principe, si on essaie de linéariser notre existence, ou notre activité, ou notre journée de boulot, on y arrive à coup de réunions très stressantes, d'enjeux très forts, de caféine, de nicotine et autres substances, on arrive à tenir. Sauf qu'il y a un moment, forcément, ça va s'écrouler. C'est souvent le soir, et on rentre à la maison et on sent l'énergie d'une patate. Et du coup, on n'est pas bien avec les siens, on n'est pas patient. Donc, bien penser que dans notre journée, il doit y avoir de l'oscillation. Et ça, c'est une des premières illustrations. Notre corps est fait pour bouger, il a besoin de bouger. Et notre agenda
électronique ou papier, doit aussi respecter les variations de notre corps. Quelle autre variation vous connaissez à l'intérieur de chacun d'entre nous? Quelle autre oscillation vous connaissez? Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quelle autre oscillation vous connaissez? Le rythme circadien, le battement du cœur, le taux de glycémie. Oui, exactement, les rythmes circadiens, donc les 3 cycles de 8 heures qu'on retrouve tout au long de la journée, exactement. Le battement du cœur, une très très belle illustration. L'inspiration, l'expiration, c'est une oscillation. La glycémie, pardon, Cécile? Il y a la testostérone aussi qui est proposée. Oui, et on peut aussi ajouter à ça la dopamine, le matin. Pardon? Excuse-moi, les hormones en général, je pense. Oui, qui sont gérées par la lumière, par la dopamine qui va faire remonter le niveau d'énergie dans le corps et la température, la mélatonine qui va faire baisser la vigilance. Notre vie est faite d'oscillations. Donc, pensez à ça lorsque vous organisez votre agenda aussi. Dites-vous quelle pertinence cette activité a avec mon niveau d'énergie naturel. Et si c'est pas en compatibilité, il va falloir trouver des moyens. Si vous devez aller vous coucher très tôt parce que le lendemain vous vous levez très tôt, vous voyez bien qu'il faut trouver des moyens. Alors certains vont prendre des somnifères, d'autres vont prendre une bière, et puis d'autres vont plutôt chercher à calmer leur activité un peu plus tôt que d'habitude, à faire tomber la lumière, à faire tomber l'activité, à faire tomber la température du corps, pour pouvoir emmener petit à petit le corps dans le sommeil. Et bien c'est le même principe pour nous. Si on n'est pas complètement en accord, notre agenda externe n'est pas complètement en accord avec notre agenda interne, il va falloir trouver des stratégies pour pouvoir le mettre en action. Et comme je vous l'ai proposé il y a quelques minutes, s'activer par exemple sur notre poste de travail, faire une pause, se relâcher, remettre le corps en énergie. Deuxième réalité incontournable, deuxième réalité à laquelle nous ne pouvons pas échapper, en tout cas pour le moment, l'être humain est fait pour être debout. Et il est équipé pour se déplacer. Et je disais, il est fait pour bouger, mais même plus, il est équipé pour se déplacer. Nous sommes faits pour être debout. Vous voyez, nos bras se sont raccourcis, notre buste s'est redressé. On est fait pour être debout. Donc, la position assise est un calvaire. Et d'ailleurs, aux États-Unis depuis quelques années, il y a des campagnes, d'ailleurs maintenant je le vois dans quelques séries en anglophone, on parle du sitting is the new smoking. Donc, on n'est pas fait pour être assis toute la journée. Ça, c'est une certitude. On n'est pas fait pour être assis, mais certainement pas toute la journée. 2,5 kg, à votre avis, c'est quoi? Ça correspond à quoi 2,5 kg? Je fais un quiz rapide. Que quelqu'un sait à quoi correspond ce chiffre? Le poids de la tête, plus. La moitié du cerveau. Oui, non, c'est mal formulé peut-être. Alors, c'est plus 2,5 kg. C'est plus 2,5 kg. À quoi est-ce que cela fait référence? Allez, je vous donne la réponse. Une proposition, c'est juste une idée, c'est le poids moyen qu'on a tous pris pendant les confinements. Voilà. Ah, c'est exactement la prise de poids moyenne par individu lors du premier confinement. Bon. C'est voilà. Je ne sais pas pour vous, mais ce que j'entends et ce que je vois aussi pour moi et autour de moi, je pense que ça sera plus sur ce deuxième confinement parce que la période est aussi différente, mais je pense que ce sera plus. 10 000 pas par jour sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. 6 à 7 000 pas par jour, c'est la moyenne française en temps normal. Lors d'une journée de télétravail, la moyenne est jusqu'à 10 fois inférieure. Ça veut donc dire qu'on fait moins de 1000 pas par jour lorsqu'on est en journée de télétravail. Je ne sais pas si vous vous imaginez bien, et d'ailleurs chacun d'entre nous le conceptualise facilement. C'est très peu, hein. 6, 7, 800 pas par jour, c'est minuscule. Quand on sait que la recommandation est à 10 000 pas par jour. Lors du premier confinement, près de 6 Français sur 10 ont fait moins de 30 minutes par jour d'activation physique pendant le confinement. Près de 6h30 passées assis par jour en moyenne pendant le premier confinement sur le temps de travail. 6h30 sur le temps de travail. Vous imaginez sur les... Bon, j'ai envie de croire, j'aimerais dire qu'on a tous travaillé 35 heures sur le premier confinement, c'était
probablement faux, enfin inexact en tout cas. On a travaillé beaucoup. 6h30 passées assis par jour, c'est considérable. Alors qu'on est fait pour être debout. Parce que si vous rajoutez à ça le fait qu'on a passé 5 heures, c'est le temps moyen passé devant un écran pendant le temps libre, pendant le premier confinement, ça fait déjà 11h30 assis. 11h30 assis, on en rajoute. Allez, on a plus dormi sur le premier confinement que d'habitude, donc on va se dire 7h30, 8h. Donc vous voyez, il est à 19h30, il ne reste plus beaucoup. Hein. Il ne reste plus beaucoup pour marcher, pour s'activer, pour être au fourneau, mais qui en fait propose assez peu d'efforts. Donc ça fait réfléchir. L'être humain est fait pour être debout. Et c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Hein. Je donne quelques éléments glanés dans le Huffington Post en 2016. Ça m'intéresse qu'on voit bien combien ce sujet est ancien. Voilà, la position assise nuit gravement à la santé. Ça perturbe directement le métabolisme. Donc, il y a des risques avérés sur les problèmes de poids, de posture, bien sûr, de troubles musculo-squelettiques, l'espérance de vie également. En fait, ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on va au travail, il y a plein d'activités physiques qui est induite, mais qui est cachée. Prendre les transports en commun, prendre les escaliers, marcher pour aller faire 3-4 courses, se déplacer d'un bureau à l'autre pour aller à la photocopieuse, pour aller aux toilettes. On a plein d'activités cachées. Enfin, c'est pas de l'activité, c'est de l'activation physique cachée, mais qui nous est profitable. Le corps, plus il bouge, plus il y a d'énergie pour bouger. Moins il bouge, moins il a d'énergie aussi. Pour une deuxième raison, c'est qu'en plus, la masse musculaire, hein, si on l'utilise peu, eh ben, elle se rétracte. Le corps est pas dingue, hein. Si ça sert à rien, il n'en fait rien. Si on met un bras dans le plâtre, le bras en sous-utilisation, il se rétracte. Ce qui d'ailleurs pose la question des 2,5 kilos. Est-ce que c'était quoi? C'était du gras? C'était du muscle peut-être pour ceux qui ont fait plus de sport, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup plus de sport. Mais en réalité, ces 2,5 kilos en plus, ils peuvent aussi avoir un ressenti sur le corps qui est très différent. Donc la bonne position pour travailler, à votre avis, c'est laquelle? Je vous laisse répondre, ou en tout cas tenter. Quelle est la bonne position pour travailler? Debout, 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 de changer, debout, plusieurs positions, changer. Ouais, c'est exactement ça. Là, en fait, c'est ni debout, ni assis, c'est effectivement toujours la suivante. C'est celle qui va venir après. La dimension statique est très mauvaise. Donc oui, ça peut être debout, vous avez raison. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire, mais c'est très agréable. Faut s'installer un espace, souvent une commode. Moi, chez Ska, je le fais très, très régulièrement. Debout, ça marche bien pendant 20, 30, 40 minutes. Être assis, ça marche bien. On peut aussi s'allonger si on veut, si on est à la maison, mais c'est toujours la suivante. C'est toujours être en mouvement. Et vous l'avez très bien dit, c'est le mouvement qui est important. Les bonnes pratiques en télétravail. 14 conseils d'ergonomie pour travailler à domicile. Je fais un overview, mais vraiment pour le principe, pour me dire que vous allez peut-être choper une ou deux idées que vous allez pouvoir mettre en œuvre très facilement. Donc, lorsqu'on est assis, le bureau doit autant que possible être désencombré, un espace suffisant pour mettre nos jambes. Attention au rangement qu'on fait sous notre bureau. Bien éclairé, mais sans éblouissement. Donc, c'est plutôt plus favorable quand même d'être face à une lumière naturelle, d'autant plus que ça évite que l'écran, il y ait un reflet dans l'écran. À bout de bras pour ce qui est de l'écran, hein, on a le bras à 90, au moins à 90 degrés. Le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Vous voyez, moi je le relève sur un tabouret en bois, mais en tout cas c'est confortable. La chaise, une vraie chaise avec un vrai support pour le dos, qui est confortable et qui puisse permettre aux cuisses d'être bien parallèles. C'est-à-dire que si on a les cuisses qui sont comme ça ou si on a les cuisses qui sont comme ça, c'est très inconfortable, ça pèse sur les lombaires. Bon, le téléphone avec un casque autant que possible pour éviter ce genre de position ou celle-ci. Évitons les excès, mais ça on le sait bien. La souris, le clavier, toujours à portée de main et toujours les bras bien parallèles à la table, qu'on ne se retrouve pas comme ça ou comme ça. C'est très, très inconfortable. Donc ça, c'est pour les positions assises et un peu debout. Et puis debout, l'écran doit être légèrement incliné ou alors idéalement à hauteur de
vue. Et puis, voilà, ce qui est important, c'est que, encore une fois, le bureau soit à hauteur de coude. Donc, ça va être variable pour chacun d'entre nous. Mais il faut qu'on puisse vraiment reposer les coudes et que les épaules soient confortables. Voilà quelques conseils d'ergonomie pour pouvoir travailler assis et debout. Par rapport à ces conseils, et encore une fois, c'est juste une overview, je voudrais que vous me posiez la question, qu'est-ce que vous pourriez rapidement améliorer par rapport à votre existant? Je vous laisse me faire la barre de chat. Qu'est-ce que vous pourriez faire que vous ne faites pas déjà ou qui n'est pas déjà en place chez vous? Ce n'est pas le problème de le faire ou de ne pas le faire, c'est que c'est juste peut-être pas en place parce que… Il y a Fabien qui propose un coussin pilates sous les fesses ou un ballon de pilates de temps en temps dans la journée. Oui. Et super idée, Fabien. Oui, le ballon, le gros ballon pilates, c'est une super idée. Oui, très bien. Oui, j'aime beaucoup. Ça marche très bien, ça. Il y a désencombrer mon bureau, avoir un bureau dédié, Je passer reviens, debout, changer de chaise. Pardon. Cécile, sur le ballon pilates, j'insiste pareil, hein, pas toute la journée. Par intervalle, si on passe toute la journée sur un ballon pilates, on va finir par avoir des douleurs qui sont dues au fait qu'on est trop dans cette position qui tire beaucoup les lombaires et la ceinture abdominale. Je t'en prie, Cécile, pardon. Oui, donc passer debout, changer de chaise, un espace de travail pour être debout, acheter une chaise plus correcte, je me reconnais là-dedans aussi. Oui. Super important, ça. Une chaise qui digne de ce nom, rembourrée avec des accoudoirs. Et, voilà, il faut qu'on puisse se soulever. Ça, c'est le premier achat à faire. Moi, j'ai des chaises en bois. C'est bon. C'est bon. Je travaille pendant un moment avec des coussins sous les fesses. C'est juste pas possible. Donc, une vraie chaise. Un bureau sur vérin pour passer rapidement de la position assise à debout. J'imagine que ça coûte un petit peu, mais en effet, c'est une bonne idée. Oui, je ne sais pas si ça coûte si cher que ça, les bureaux sur vérin. Celui ou celle qui nous a proposé ça fait à une idée du prix, mais je ne suis pas sûr que ce soit dingue. Hein. Au moins 400 €, 400-600 €. Ah oui, quand même. Ah si, ok, d'accord, autant pour moi. Ça coûte son montant, mais c'est vrai que c'est super chouette. Ouais. Je crois que c'est Ikea en fait. Ils sont vraiment bien. Puis il y a également l'idée d'acheter un support pour écran ou un bras articulé pour remonter l'écran. Sinon, on peut juste poser l'ordinateur sur un support, un annuaire ou quelque chose comme ça, j'imagine, pour le relever. Quelques-unes des bonnes pratiques en télétravail et je veux simplement revenir sur des choses qui sont connues, mais il est important d'y revenir. Prendre des pauses, des micro-pauses. Alors moi, je vous conseille, mais c'est aussi très personnel, le principe du pomodoro. Pomodoro, c'est la tomate en italien, c'est la tomate, vous savez, de cuisine, le minuteur. Toutes les 25 minutes, ça permet de se dire, ok, je bosse pendant 25 minutes et je ne suis dérangé par rien d'autre. Et après, au bout de 25 minutes, si j'ai fini ma tâche, souvent je suis plus efficace d'ailleurs, quand je me suis fixé un timing, eh bien, je peux m'autoriser à lever les yeux, à m'étirer, à me lever un instant, à respirer, à bâiller, ou repartir aussi pour une nouvelle période, mais j'ai des moments où je sais qu'il est bon que je m'arrête. Quelques secondes suffisent. De la même manière, je vous propose de fermer les yeux parce qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans. Vous pouvez aussi mettre vos mains, vous mettez vos mains sur vos yeux. On profite pour se reconcentrer sur sa respiration. On a bossé 25 minutes, le téléphone a sonné. On a terminé la tâche qu'on avait entamée, ou à peu de choses près. Et hop, on ferme les yeux. On met les mains devant les yeux sans appuyer, bien sûr, pardon de ne pas l'avoir précisé. Ok, une trentaine de secondes, et on y retourne. Varier les positions, assis et debout, on l'a dit, hein. Changement de position, c'est ça qui est important. Prendre le temps de communiquer sur les bonnes pratiques, et donc, c'est le moyen aussi de passer nos appels debout. Et vraiment, dans les éléments de communication, je dis privilégier le téléphone parce que on sait qu'on a de la souplesse. La visio est sympa sur téléphone pour nous aussi, mais pour les autres qui nous regardent, c'est insupportable. Hein. Ça donne le mal de mer. Faire de vraies pauses pour éviter ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc, au-delà des micro-pauses qu'on peut faire entre chacune de nos tâches, sur le principe du pomodoro, de la tomate, c'est tous les matins et tous les après-midi, s'obliger à 15-20,
15 minutes, 15, 20 minutes de vraie pause. Je ne sais pas pour vous, mais on a une tendance à enquiller. On est en plus particulièrement efficace, on est souvent beaucoup moins dérangé, ou pour peu qu'on ait beaucoup de réunions aussi, on le voit bien, qui s'enchaînent les unes à la suite des autres à la minute près, eh bien on enchaîne, et il ne se passe plus rien, on n'a plus de pause. Donc ça, c'est important de le préserver. Pour faire des pauses, je vous invite aussi, je vous recommande d'aller faire des courses tous les jours. Enfin, obligez-vous à sortir chaque jour. Le corps a besoin d'oxygène pour produire de l'énergie. Et donc, l'oxygène de l'extérieur, la lumière, la vitamine D, la photosynthèse, c'est absolument essentiel. Et puis, en plus, ça nous permet de marcher. Si on fait 1 millier de pas pour aller acheter 3-4 trucs le midi ou pour le soir, ça nous permet de marcher. Donc, faire des vraies pauses. La sieste aussi. Je ne saurais que vous recommander de faire la sieste. 15, 20 minutes, 10 minutes, parfois 2. Ça, si vous avez besoin de conseils sur comment faire la sieste c'est un entraînement, c'est comme tout. On peut s'entraîner et on peut rapidement sombrer dans la sieste, mais ça, il y a quelques techniques à respecter. La première étant de choisir le bon moment. On ne fait pas la sieste à n'importe quel moment, sauf à être très fatigué. Choisir la bonne position. Donc, il y a des positions qui sont plus ou moins favorables, bien sûr. La position debout ou en culbuto, ça marche moins bien que assis, allongé ou assis avec les pieds en hauteur. Et la bonne respiration. Donc, il y a un schéma respiratoire qui est très efficace, notamment celui d'expirer plus longtemps qu'on inspire pour vraiment ralentir le rythme cardiaque. Et puis, le 4e point, c'est la bonne occupation mentale. Parce que souvent, on a du mal à s'endormir, même quand on est fatigué, parce que la machine à penser et le monkey mind broie nous du grain et c'est très difficile. Donc, le bon moment, la bonne position, la bonne respiration, la bonne occupation intellectuelle. Mais ça, si vous souhaitez, on pourra en rediscuter. Voilà, je vous verrai ça à la fin. Faire de l'activité physique régulièrement, c'est aussi un bon moyen de remettre le corps en mouvement. 30 minutes au moins 2 fois par semaine. Il y a plein de solutions, il y a plein de choses qui se font, il y a plein d'opportunités. Moi, je sais, Cécile peut en témoigner et quelques-uns d'entre vous d'ailleurs. Peut-être que alors Philippe n'est pas là, mais il y a peut-être Emmanuel, il y a plusieurs d'entre vous qui viennent régulièrement au cours de sport que je fais 2 fois par semaine. J'ai fait beaucoup pendant le premier confinement, je continue à le faire, mais il y a plein d'autres solutions. Vous pouvez faire 30 minutes tout seul en allant courir, les salles vont peut-être rouvrir, et puis aller sur YouTube pour trouver quelques didacticiels, ça peut être quelques vidéos, ça peut être sympa. Attention, n'y allez pas trop fort, d'accord? Choisissez bien votre intensité. Il y a une recrudescence de tendinite, de problèmes articulaires et même carrément de claquage lors du premier confinement parce que les gens y allaient trop fort et ils choisissaient des programmes qui n'étaient pas adaptés. Donc faites très attention, mais faites-le. Alors, juste avant ça, est-ce qu'il y a des questions sur les pratiques ou des propositions d'ailleurs, hein, sur les bonnes pratiques en télétravail? Je ne prétends pas être exhaustif sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent ajouter des choses ou questionner? Il y a Alexandre qui parlait des micro-siestes. C'est ça. Alors, oui, donc faire la sieste ou la micro-sieste, 3-4 minutes, ça participe exactement du même principe. C'est-à-dire que le plus compliqué dans la sieste, c'est souvent de perdre c'est le moment où on s'assoupit. Ensuite, est-ce que ce soit la micro-sieste, c'est-à-dire quelques secondes, 2-3 minutes, 5 minutes ou 20 à 30 minutes, c'est à peu près le même principe. Mais oui, la micro-sieste. Si tu arrives à faire ça, tu as une grande chance et je suis sûr que plein de personnes t'envient. C'est une très grande force. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Pour l'instant, non. Ok. Alors, puisqu'on parlait de l'activité physique, on parle de l'activation physique sur notre poste de travail, donc j'en profite pour me libérer les artères fémorales, puisque les plus grosses artères passent sous les fesses. Donc, il est bon de les libérer pour laisser le sang circuler. Donc, vous pouvez d'ailleurs continuer assis cette visioconférence debout. Je le ferai pas pour justement respecter ce que je vous disais tout à l'heure, pas vous donner envie de vomir si je prends mon ordinateur. Mais en revanche, vous voyez, je m'installe plutôt sur le bout de ma chaise, je libère les artères.
Tout ça pour dire que les bienfaits physiques de l'activité physique, puisqu'on parle de l'activité, mais aussi de l'activation juste à l'instant. L'activité physique, quels sont les bienfaits physiques? Alors, il y en a plein. Je vais y revenir rapidement, mais je sais que chacun d'entre nous les connaît, mais je me permets de revenir parce que s'il y en a un seul que vous ignoreriez, c'est dommage de le rater. D'abord, ça développe la tonicité musculaire. On en parlait tout à l'heure. Plus j'utilise un muscle, plus il va être réactif. Ça améliore la capacité cardiaque, puisque le cœur est un muscle. Ça augmente la capacité respiratoire. Ça fait grossir les petites alvéoles. Ça permet de récupérer plus vite. Plus je suis en forme, plus je récupère. La récupération de la fatigue, la fatigue disparaît plus vite que le bénéfice de l'activité. Ce qui fait qu'on est plus fort plus longtemps. Ça empêche la décalcification osseuse. Hein. Le fait de faire du sport, le fait de créer de la vibration permet d'augmenter la densité osseuse. Ça brûle l'excédent de masse graisseuse, ça réduit la douleur physique, ça renforce le système immunitaire, ça permet de se sentir et d'avoir l'air plus jeune, bientôt 77 ans, et ça limite aussi les problèmes de transit et de ballonnement intestinaux. Ça pour les bienfaits physiques. Sur les bienfaits psychiques de l'activité physique, pareil, on les connaît, mais je me permets d'y revenir. Ça libère l'esprit. C'est sûr que quand on fait du sport et on a du mal à penser à autre chose, surtout quand le corps commence à monter en rythme cardiaque, au-delà de 80 à 90 pulsations minutes, c'est difficile de penser à autre chose que ce qu'on est en train de faire. C'est très très compliqué. Le cerveau, l'oxygène du cerveau prend beaucoup trop. Et l'oxygène du cerveau prend beaucoup trop pour qu'on puisse faire l'activité. Donc, si on fait une forte activité sportive, eh bien, le cerveau est obligé de limiter ses exigences en oxygène. Ça réduit l'anxiété, les symptômes du stress, ça stimule la production d'endorphines, connue pour leur effet positif sur le moral, et notamment, elle compense les niveaux élevés de cortisol. On en parlait tout à l'heure avec l'adrénaline, avec et le cortisol. Les endorphines que l'on produit lorsqu'on fait de l'activité sportive, ou en tout cas physique, c'est-à-dire qu'on fait monter le rythme cardiaque et la température du corps, c'est un peu comme le bon et le mauvais cholestérol. Elles vont venir compenser le taux élevé de cortisol et donc éteindre le cortisol. Ça stimule la production d'endorphines à nouveau. C'est connu pour leur propriété antalgique, donc elles limitent la prise d'antidouleurs, elles détournent l'esprit des préoccupations, elles éliminent le trop-plein d'excitation et elles renforcent l'estime de soi. Bon, donc on le sait tous. Maintenant, je voudrais savoir qui parmi vous fait au moins 30 minutes d'activité physique 2 fois par semaine dans la barre de chat. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. 7, 8, 9, 10. Okay. 1 heure par semaine, est-ce que ça compte? 10. Alors, c'est une super bonne question. 2 fois 30 minutes ou 1 heure par semaine, est-ce que ça compte? Alors, comptablement, oui. Si pour répondre à ta question, est-ce que ça compte? Oui, ça compte. Maintenant, c'est un peu comme l'alcool. Tu vas voir où je veux en venir. C'est moins problématique de prendre un verre d'alcool par jour que de prendre, donc d'ailleurs, imaginons, attention, on prend un verre d'alcool tous les jours, c'est moins grave que de prendre 7 verres en une seule fois. Si je bois pas toute la semaine et que je me prends une cuite systématiquement le week-end, c'est plus impactant, c'est plus fatigant pour le corps. Et bien c'est pareil pour l'activité physique, c'est plus bénéfique pour le corps de faire 2 fois 30 minutes que de faire une heure. Maintenant, soyons très clairs, si ton rituel c'est de faire 1 heure par semaine, très bien, je vais pas te dire que ça ne sert à rien, c'est très intéressant. Mais si tu avais le choix, c'est plutôt très stimulant de se dire que si tu n'as pas le temps de faire 1 heure et que tu fais que 40 minutes ou que 30 minutes, c'est aussi intéressant, juste simplement tu pourras le faire une deuxième fois dans la semaine. Tout ce que tu fais est bon à prendre. Ça, c'est une certitude. Moi, je suis contre le discours qui dit oui, mais le sport, c'est 40 minutes pour rien. Ben, les gens, ils font rien. Il y a plein de gens qui font rien parce qu'ils n'ont pas 40 minutes, parce qu'ils se disent faire 40 minutes, c'est trop. Faire 2 fois 20 minutes, ça marche très bien aussi. Hein. Donc, est-ce que c'est mieux de faire 2 fois 20 minutes ou 1 heure? Bon, là, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais voilà, c'est pour que tu aies une vision du sujet. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que plusieurs d'entre vous font de l'activité, et ça, c'est une bonne chose. Pour les autres, on sait tous combien c'est important, mais on n'a pas le temps, pas le courage, pas l'idée, pas l'envie. Ce qui est certain, c'est que ma capacité d'action, à un instant T, elle va dépendre beaucoup de ma capacité d'adaptation et de récupération à l'effort. Je suis capable d'agir si mon corps est capable de s'adapter et de récupérer. C'est sûr que si face à une charge de travail importante, une amplitude de travail importante, des horaires à rallonge,
ma capacité d'encaissement et de récupération de cette situation va être déterminante sur ma capacité à agir, soit sur l'instant, pour l'adaptation, soit après dans la récupération. Le corps est notre première entreprise. Plus notre corps est fort, plus il obéit. Plus il est faible, plus il commande. Plus notre corps est fort, plus il obéit. Plus il est faible, plus il commande. C'est pas de moi, c'est de Jean-Jacques Rousseau. D'accord? Qui était en plus d'ailleurs pas un exemple sur ce sujet-là, mais au moins, lui, il savait de quoi il parlait. Il était en une condition physique, en tout cas une santé tellement fragile qu'il savait de quoi il parlait. Plus notre corps fonctionne bien, moins c'est un problème. Le corps est silencieux. Le corps est silencieux. Normalement, on ne doit pas l'entendre. Donc, je vous propose de mesurer votre capacité d'adaptation et de récupération à l'effort, si vous en êtes d'accord. Pour ce faire, je vais vous laisser prendre votre pouls. D'accord? Donc, je vais vous demander, alors pour prendre le pouls, vous pouvez très facilement mettre sur la pomme d'Adam et pousser là pour trouver, voilà, vous allez sentir en appuyant assez fort. Vous pouvez également prendre le pouls ici, sur l'intérieur du poignet, avec les deux doigts et pas avec le pouce, mais vraiment avec les deux doigts. Je vous laisse tous trouver votre pouls. Si vous ne trouvez pas, vous ne l'avez pas encore trouvé. Si personne ne met de message, je considérerais qu'on peut y aller. Cécile, tu m'autorises à y aller? Je pense que tout le monde a son pouls. Ok. Je vais partir pour 15 secondes. Je vais vous donner le top départ, le top d'arrivée, et après, vous laissez faire. Attention, top, parti. Top. Je vous demande de noter ce chiffre-là et de le multiplier par 4. D'accord? Là, je l'ai pris sur 15 secondes. Vous allez multiplier par 4 pour l'avoir sur 1 minute. Alors 80, 52, 80, 88, 55, 60, 76, 84, 76, 76, 80. Ok. 92. Très bien. Ah oui, d'accord. Bon, alors gardez-le bien en tête, vous l'avez noté. Maintenant, je vais vous demander de faire ce qu'on appelle le test de Dixon. Le test de Dixon, de quoi s'agit-il? Vous allez vous mettre debout. Je vais compter sur 45 secondes. Donc, je me suis mis debout pour vous montrer ce que c'était d'être debout. En fait, ça ne sert à rien. Vous allez vous mettre debout. Je vais compter et vous allez faire 30 flexions en 45 secondes, donc en suivant mon rythme. J'insiste, si vous êtes très à l'aise avec le principe, les flexions, on écarte une fois largeur épaule et on descend en dessous de la ligne des genoux. Si c'est trop difficile, vous pouvez prendre appui sur votre bureau et le faire comme ça. D'accord? Vraiment, soyez à l'aise avec ça. Mon objectif, c'est que vous puissiez faire l'exercice dans de bonnes conditions. Donc, je vais lancer le top départ. Est-ce que tout le monde a compris l'exercice? Si quelqu'un n'a pas compris, il faut le dire maintenant. Vous allez faire 30 flexions en 45 secondes, mais c'est moi qui vais compter. Il y a Sabrina qui dit on ne voit pas. Ah, vous ne me voyez pas moi? Mais d'accord. En fait, une flexion, c'est un squat. Moi, je te vois. C'est un squat, en fait. C'est un squat, Sabrina, oui. Tu sais, tu écartes les pieds largeur épaule et tu fléchis les deux genoux jusqu'à, idéalement, il faut que les fesses soient en dessous de la ligne de tes genoux. C'est un squat. Est-ce que c'est plus clair? Ça a l'air plus clair, oui. Bon, ok. Are you ready? Attention, je vais compter. Vous suivez mon rythme. Vous descendez bien. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on descend bien. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est 1, 2, allez, on descend bien. 3, on souffle bien. 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous propose de reprendre votre pouls. Vous reprenez votre pouls. Normalement, vous devriez le trouver facilement. Et on va repartir pour 15 secondes à prendre votre pouls. À mon top départ, parti. Vous prenez votre pouls sur 15 secondes. Top. Vous notez ce chiffre, vous le multipliez par 4, vous le gardez bien en tête. Parce que je vais vous demander dans quarantaine de secondes de reprendre votre pouls donc une troisième fois. Donc le premier c'était pour P1, le deuxième ce sera P2 et le troisième ce sera P3. Donc dans une quarantaine de secondes, je vais vous demander de reprendre votre pouls. Et donc on aura 3 prises de pouls, une au repos, une juste après l'effort et une troisième prise de pouls 1 minute après l'effort. Attention, dans 15 secondes, je vais vous demander de reprendre votre pouls. Attention, 5, 4, prenez votre pouls, 3, 2, top. Allez, 15 secondes pour prendre votre pouls. Top. Et pareil, vous notez ce chiffre et vous multipliez par 4. Donc normalement, vous avez 3 prises. P1, P2, P3, P1 avant l'effort, P1 avant l'effort, P2 juste après l'effort et P3 1 minute après l'effort. Maintenant, ce que je vous propose de faire, ça va être de justement vérifier votre indice d'adaptation et de récupération à l'effort en faisant P2 moins 70 plus 2 fois P3 moins P1. Le tout, et j'insiste, le tout divisé par 10. Alors, on a 2,6, 7, 6,8, 6. Moi, je suis à 6,8. 7, Okay. 7,8, 7,8 encore. 4, 3, 8, 13,8, 11, 7,6. Bon, donc c'est très variable. Il y a des très bons scores. Il y a des scores qui sont, qui nous offrent une marge de progression importante. Ce qui est très important par rapport à cet indice de Dixon, c'est que d'abord, il est à un instant T. Donc là, il faut bien mesurer cette chose, c'est que par exemple, vous faites ce même exercice, ce même test à un moment où vous êtes très fatigué, enfin où nous sommes très fatigués, après une nuit blanche ou après une période de travail très importante, on n'aura évidemment pas les mêmes résultats. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de bien mesurer, il y a 2 autres paramètres que vous pouvez vérifier qui vont vous permettre d'affiner votre perception des choses, pour comprendre combien votre cœur, et donc votre corps, est capable de s'adapter et de récupérer à l'effort. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence entre P1 et P2. Si votre P2 est moins d'une fois et demie supérieur à P1, si votre P2 est moins d'une fois et demie supérieur à P1, donc par exemple vous êtes à 60 et vous êtes à moins de 90 sur P2, ça veut dire que votre cœur s'adapte bien à l'effort. Il a une bonne capacité d'adaptation. Si votre P3 est à peu près égal à P1 plus 10, d'accord, P1 plus 10, P1 plus 9, P1 plus 11, ça passe. En tout cas, s'il est en dessous de P1 plus 10, votre capacité de récupération
à l'effort. C'est-à-dire que quand votre pouls, 1 minute après l'effort, est revenu quasiment à votre pouls avant l'effort, ça veut dire que votre capacité de récupération est bonne. J'insiste sur ces 2 paramètres supplémentaires parce que certains d'entre vous ont certainement un niveau d'adaptation à l'effort qui est très bon, mais un indice de récupération qui est pas bon, ou parfois certains d'entre vous, l'adaptation est pas bonne, mais ils récupèrent super bien de l'effort. Donc c'est pour ça qu'il convient de vraiment regarder cet indice de façon un peu plus précise entre la notion d'adaptation et de récupération à l'effort, et des chiffres qui peuvent être très bons, il y a eu un 2,6, des chiffres qui peuvent offrir une marge de progression importante. Ça peut être dû à un différentiel entre l'adaptation et la récupération, donc à vous de voir, entre P1 et P2 et P1 et P3, comment votre cœur s'adapte entre P1 et P2 et comment votre cœur s'adapte entre P1 et récupère entre P1 et P3, mais aussi dû à un moment de l'année, et on sait bien que cette période de l'année est difficile, qui fait que si vous refaites ce test de temps en temps, et quand je dis de temps en temps, faites-le toutes les 3 semaines, 1 mois, pour vous tester comme ça, pour voir comment vos efforts vous profitent. Si vous vous êtes mis à faire un peu d'activité physique, si vous avez davantage marché, si vous avez fait l'effort de faire attention à votre sommeil, à votre alimentation, vous allez voir que ça va varier. Le cœur et le corps s'adaptent mieux et le cœur et le corps récupèrent mieux. Est-ce que vous avez des questions sur cet indice de Dixon? Il y a Christelle qui demande très mauvaise adaptation et bonne récupération. Comment modifier cela? Ah, très mauvaise adaptation, mais très bonne récupération. C'est ça? Apparemment, oui. Ok. Donc, pardon, j'ai déjà oublié, c'est très mauvaise adaptation, mais très bonne récupération. Donc voilà, ton cœur et ton corps, quand il prend un choc, si tu prends le principe du boxeur, mais comme de ta charge de boulot, c'est-à-dire que quand il y a un gros choc qui se présente, le corps, il encaisse, il a du mal à encaisser. Par contre, il va réussir à reprendre son souffle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir que tu fasses travailler ton cœur et ton corps sur des choses qui vont le pousser qui vont venir le titiller. Si je prends un muscle, si je prends un biceps, bah, ton biceps, tu vas pas lui faire des longues séries de poids pas très élevés, tu vas plutôt lui faire des petites séries, mais de poids un peu lourds, enfin assez lourds et puis dynamiques. En course, si tu fais de la course à pied ou de la natation ou du vélo, je te dirais de faire du fractionné, tu vois, pour t'obliger à pousser, pour t'obliger à habituer ton corps et ton cœur à être dans des fréquences cardiaques qu'il n'a pas l'habitude de voir. Pour autant, la très bonne nouvelle chez toi, c'est qu'il revient très très bien. Il revient très très bien, il se remet très très bien en état. Mais sur le coup, tu vois, si je devais prendre une image au boulot, t'as la charge de boulot qui arrive, t'as les réunions, t'as les trucs qui s'empilent et tu te dis waouh, je suis morte. Mais en réalité, t'as un coup de mou, tu vas l'assumer et puis toi, tu vas assez rapidement l'évacuer, peut-être même mentalement, ça va glisser, ça va finir par glisser sur toi. Mais quand ça te tombe dessus, ça t'assomme. Est-ce que ça te parle ce type d'image? Elle dit en effet, elle court, mais le fractionné, c'est très difficile pour moi. Et oui, en effet, oui, tout à fait, ça me parle. C'est difficile, bien sûr. Ben, fais du petit fractionné. Fais des accélérations sur 50 mètres. Et ensuite, tu trottines ou tu marches. Mais oblige-toi à sortir. Commence pas à te faire du fractionné des périodes, tu sais, de 100 mètres, sur 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Non, tu cours sur 50 mètres, tu récupères sur 100, tu cours sur 10 secondes et tu récupères sur 1 minute, peu importe. Mais oblige ton cœur et ton corps à sortir toujours un peu de sa zone pour pouvoir s'adapter un peu plus fort. Parce que tu as une très bonne récupération. Ça, c'est aussi parce que tu cours longtemps. Donc ton cœur, il a appris l'habitude de récupérer dans l'effort. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je terminerai parce que je suis en retard. Juste pour vous dire que l'activité physique est partout. Et que il y a ce qu'on fait, ce que disait, je me souviens plus juste avant. Sabrina, non? Bon. Il y a le fractionné? Oui. Le fractionné, c'était Christelle. Christelle, pardon, Christelle, je te prie de m'excuser. Donc, il y a ce qu'on fait au quotidien, l'activité qu'on arrive à faire, mais il y a aussi tout l'ensemble de l'activité qu'on fait au quotidien. Et en confinement, et en télétravail, c'est plus difficile, mais le sport est partout. Pour notre corps, porter les courses, monter les marches, c'est pareil que de soulever des haltères ou faire du stepper. C'est le même effort, c'est exactement le même. Si en plus, on se booste à marcher un peu vite, on va faire monter un peu la température du corps, un peu le rythme cardiaque. L'activité physique est partout, donc c'est aussi ça qu'il va falloir comprendre et repérer.
Donc maintenant, la décision, enfin, la question est simple. Par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sur cette notion d'activité, d'activation physique en télétravail, mais juste tout simplement au travail, hein, parce qu'on pourrait le schématiser au travail en règle générale, je vous propose de noter une décision concrète. Qu'est-ce que vous allez tester et vraiment tester d'ici au mois de janvier pour trouver un peu plus, pour mettre votre corps dans de meilleures dispositions, soit d'adaptation, soit de récupération, soit de conditions de travail, soit d'oxygénation, de mouvement. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Je vous laisse partager ça dans la barre de chat. Laurent qui nous dit le Pomodoro, pensez aux pauses. Ok, le Pomodoro, donc c'est le principe des 25 minutes. Pensez à faire des pauses, des vraies pauses, oui. Des étirements réguliers. Ok. Régularité sportive, la sieste de 20 minutes, s'obliger à prendre des micro-pauses. Plus de micro-pauses en journée et monter à 2 séances par semaine. Ok, extra. Voilà, reprendre une activité physique, pause plus petits exercices, tester le fractionné du coup pour Christelle. Donc j'insiste sur les objectifs que vous énoncez là. Ils sont très bien sur le principe. Je vous invite, je peux malheureusement pas le faire parce que vous êtes trop nombreux, mais je vous invite à les concrétiser. Quand vous dites faire plus de pauses, c'est quoi plus de pauses? C'est à quel moment? C'est combien de temps? Faire des micro-pauses, à quel moment? Faire quelques étirements, lesquels, quand, combien de temps? Faire plus d'activités, c'est-à-dire quand, quoi, comment? Je vous invite vraiment à schématiser, à concrétiser, à opérationnaliser les décisions que vous prenez, parce que sinon, aucun jugement sur le sujet, hein. On va tous être repris. Alors là, en plus, il y a les vacances de Noël qui vont arriver, ça va faire une coupure. Et puis quand on va repartir en janvier, on va repartir plein de balles, l'effet tunnel, et on va avoir du mal. Donc, pensez-y tout de suite, vraiment pensez-y tout de suite à qu'est-ce que vous allez tester. Si c'est plus de sport, si c'est une séance de plus, c'est quel jour, c'est combien de temps, c'est pour faire quoi? Si c'est des micro-pauses, est-ce que c'est dans la journée? Est-ce que c'est le matin, l'après-midi? Est-ce que c'est combien de temps? Voilà. Pensez vraiment à concrétiser au maximum pour pouvoir nous faire un retour sur vos mises en œuvre et leurs bénéfices, je le souhaite, lors de notre prochaine séance qui aura lieu au mois de janvier. Vous avez reçu une invitation dans ce sens, de toute façon, vous aurez une relance. Est-ce que vous avez des questions? Non. Aucune question? Non, mais on te remercie. Eh ben, je me suis ravi d'être remercié. Super, merci à vous tous. Reprends l'exercice dans la semaine, extra. Bon. C'était un plaisir. On se revoit après les vacances de Noël. Audio Jungle.